Nous nous tournons maintenant vers Jacques Semelin, historien, politologue, spécialiste des violences de masse, juste à ma droite. Avec vous, Jacques, nous allons prendre du recul sur la question des violences extrêmes. Votre œuvre est considérable. Vos travaux sont traduits et connus dans le monde entier. Vous êtes la référence au plan mondial sur ces sujets. N'exagérons pas. Non, c'est sans exagération. Voilà. Merci de nous faire comprendre ce que c'est que la violence extrême. C'est bon, vas-y. Je peux parler comme ça ? Oui. Donc, à gauche et à droite. Alors, 15 minutes. Contrairement à ce que vous ont dit mes deux précédents interlocuteurs, je ne suis pas spécialiste de la Centrafrique, mais des violences extrêmes. Ah oui. Tu reviens à ma place. Alors, Tu changes de place. donc jusqu'à présent, j'ai simplement dit que je n'étais pas un spécialiste de la Centrafrique, mais des violences extrêmes. Méfiez-vous. Et cette rencontre, j'y participe parce que on m'a demandé de venir dans la délégation qui s'est rendue au Centrafrique en octobre dernier. Disons que j'ai été particulièrement ému et en même temps, interpellé par ce que j'ai entendu au cours de ce séjour. Et bien sûr, ce soir, c'est penser les violences extrêmes. Alors, moi, ça me rappelle un colloque que j'ai organisé à Sciences Po en 2001, ça ne nous rajeunit pas, sur ce thème des violences extrêmes, des extrêmes violences. C'était en novembre 2001, c'était 2 mois après les attentats du 11 septembre, mais avec Badlanen, on ne s'est pas coordonné. Bon, ça fait rire personne. Bon. Et donc, la question que j'aurais envie de poser, c'est d'abord, qu'est-ce qu'on appelle violence extrême ? Parce que c'est une notion qui pose question quand même. Extrême par rapport à quoi ? Est-ce que ce n'est pas, en quelque sorte, notre propre sensibilité, notre propre présence au monde aujourd'hui qui nous fait dire c'est extrême. Mais est-ce que, comme Laurent l'a dit un peu dans le passé, ce que nous réprouvons ne s'est déjà pas produit. Tenez par exemple ces horribles décapitations perpétrées aujourd'hui par le groupe État islamique. Est-ce qu'on se souvient que voici moins de 250 ans, non loin d'ici, ça se produisait pratiquement tous les jours à Paris. Voilà, c'est une réflexion que l'on peut se faire tout de suite. Dans l'idée d'extrême, il y a très probablement, dans ce qualificatif supplémentaire, il y a probablement l'idée d'outrance, de démesure de la violence, d'une pratique de la violence sans limite. Et dans ce registre, je ferai une allusion à Clausewitz. Vous savez, Clausewitz avait dit que la guerre tend à monter aux extrêmes. Eh bien, je dirais que oui, dans certaines circonstances, la violence tend à monter aux extrêmes. Un peu comme une équation mathématique qui tend vers l'infini. Et elle va le faire de deux façons. Soit à travers la multiplication des victimes, des cadavres et des morts, on va parler de violence de masse, soit à travers la pratique des atrocités sur les corps, voire sur les cadavres. Alors, appliqué à la Centrafrique, est-ce qu'on est dans une logique de violence de masse ? Pas trop. Un peu quand même, parce qu'on ne sait pas combien de... Vous savez, c'est toujours très difficile de savoir où se sont produits et à quelle échelle les massacres dans telle ou telle partie du pays.
Mais on n'est certainement pas dans le même registre que le Rwanda, par exemple. Encore que on peut affirmer qu'il y a eu comme une forme de nettoyage ethnique dans ce pays à l'égard des musulmans qui ont été largement chassés vers le nord. Et ceux que nous avons rencontrés à Bangui, qui sont un peu reclus maintenant, on pourrait presque appeler ça un ghetto, au kilomètre 5, vivent dans la peur. Donc il y a bien eu quand même une pratique collective d'expulsion avec des massacres, des exactions qui ont fait peur aux gens, et ils sont partis. Le mot génocide a été prononcé. Je vous rappelle que la justification de l'intervention de l'armée française en 2013, à travers les mots du ministre des Affaires étrangères, c'était pour éviter un nouveau génocide. On sait que l'armée française a toujours peur de voir un nouveau scénario à la rwandaise. Et on nous a parlé d'une radio, d'ailleurs, en Centrafrique, qui avait des propos à caractère génocidaire. Donc il faut garder cet aspect-là de la violence en Centrafrique. Mais il me semble qu'elle est davantage dans les pratiques des atrocités qui viennent d'être évoquées par Laurent, et aussi d'une certaine manière par Jean Arnold à travers l'histoire. Et que là, on rejoint cette idée qu'il y a quelque chose d'inédit qui s'est produit dans ce pays à travers la parole de nos interlocuteurs, puisque dans notre délégation, notre rôle, c'est quand même de rapporter la parole de nos interlocuteurs. Et la première rencontre que nous avons eue à l'université de Bangui, moi, m'a particulièrement marqué. Je crois que je n'étais pas le seul. On s'est retrouvés à travers cette réunion avec des intellectuels, des universitaires de 40, 50 ans, parlant très bien français, et ayant du mal à parler de la violence. Et puis finalement, c'est venu à la fin, et ça a été là un cortège d'horreurs qui nous ont expliqué. Très probablement, on a compris que ça avait touché leur propre famille, et que c'était pas, on connaissait pas ça en Centrafrique, selon eux. C'est-à-dire que oui, la violence était là, il y avait des pillages au moment des coups d'État, ça durait 2 ou 3 jours dans Bangui, et puis ça s'arrêtait. Et là, non. Là, on a décapité les gens, on a éventré les cadavres, on a éventré les corps, on les a saucissonnés. Et là, ils s'étaient complètement démunis, et extrêmement émus, évidemment, de nous raconter ça. Donc, c'est en ce sens-là qu'on peut parler, oui, d'un seuil de l'expression de la violence qui est entré dans la démesure. Bon. Alors, je pourrais bien sûr développer tout cela. Laurent, d'une certaine manière, me facilite le travail, parce que je crois que oui, il faut distinguer les formes de la violence. Quand on travaille sur les violences extrêmes, on va travailler sur la question du passage à l'acte, c'est-à-dire des processus de bascule. Et oui, il me semble que, tel que je les ai compris, bien sûr, dans cette première approche, les pratiques de violence de la Séléka ne sont pas les mêmes que celles des Anti-Balaka, parce que on va dire que du côté de la Séléka, ce sont des pratiques de guerriers qui viennent du Soudan. C'est une sorte de débordement de la violence et de la guerre en Centrafrique, aussi dans une perspective de prédation, puisque tout cela, c'est pour aussi prendre des richesses, des femmes, des territoires. Les anti-Balaka sont plus, je rejoindrai ces termes, dans le registre de la furie sociale, auprès de jeunes totalement désœuvrés, totalement voués à la prédation, parce qu'ils n'ont aucun avenir. Peut-être qu'ils retrouvent des pratiques antérieures à ce pays, c'est la question que posait Jean Arnold tout à l'heure, je ne le sais pas. Mais en tout cas, il s'agit de les différencier. Bon. Maintenant, dans le peu de temps qui me reste, je voudrais prendre la question de penser les violences extrêmes dans un autre sens.
Je voudrais transformer le mot penser en P-A-N-S-E-R. Penser. Est-ce que c'est possible de penser les violences extrêmes en Centrafrique? Alors, pour tout vous dire, je suis revenu très pessimiste. Pourquoi? Parce que la principale, cause de cette crise, entre guillemets, me semble-t-il, vient non seulement de la proximité de la guerre avec le Soudan, de la pauvreté de ce pays, mais de l'absence totale d'État. On est là dans un schéma aussi complètement différent de celui du Rwanda. Le génocide des Tutsis au Rwanda, alors de multiples facteurs, bien entendu, mais le Rwanda, on le sait, est un État relativement fort qui a été instrumentalisé pour massacrer une grande partie des Tutsis de ce pays. Centrafrique, ça n'a rien à voir. C'est précisément l'absence d'État. D'une certaine manière, dans les deux cas, c'est l'impunité, mais elle n'a pas la même cause. L'impunité des génocidaires extrémistes Hutus au Rwanda, c'est donc d'y participer et d'être sûr de ne pas être punis pour ce qu'ils font. Prendre des initiatives. En Centrafrique, les massacres, les viols, on a parlé avec pudeur de cette question des viols, mais certainement ils ont été nombreux en Centrafrique. Sont produits, sont pratiqués, perpétrés, parce qu'il n'y a simplement pas d'État. Et ce qui est la cause de l'une de ces causes principales de la violence en Centrafrique, c'est aussi la même raison pour laquelle c'est un obstacle considérable à l'extinction, ou du moins à la rétraction des violences. Alors je pourrais avoir un propos un peu faiblement optimiste en fonction des études comparatives que j'ai pu mener. Les violences extrêmes et la mémoire des violences extrêmes n'est pas nécessairement un obstacle à la fin de ce type de cruauté. On connaît dans l'histoire, bien sûr, des moments et des périodes politiques, historiques qui vont se construire avec entre guillemets une sorte d'extinction de cette violence, mais à condition que l'État, un État fort, un État qui soit capable de punir et d'apporter la sécurité à la population, se mette en place. Alors tous ces souvenirs horribles peuvent, avec le temps, difficilement, disons, non pas s'éteindre, mais s'être enfermé comme ça dans les souffrances d'une famille, parce que on ne peut pas toujours rêver qu'il y ait une solution pénale quand on voit l'histoire de cette région. Donc, l'impunité est règle, mais aussi surtout l'insécurité. Laurent y a insisté, et de ce point de vue-là, il me semble que Sangarine, l'opération de l'armée française en Sangarine, n'est pas un succès. Tous les gens que nous avons rencontrés, je crois, demandaient qu'une seule chose, c'est qu'on les désarme dans Bangui. Or, Bangui est la ville où des armes circulent partout, où on peut acheter une grenade chinoise pour rien dans cette ville. Sangarine n'a pas les moyens de désarmer ceux qui ont ces armes. Donc ça, c'est le point énorme qui rend cette situation peu enviable, parce que on ne voit pas comment peut naître vraiment se constituer un État digne de ce nom, avec la corruption qui a été mentionnée tout à l'heure. Alors, malgré ça, je voudrais terminer sur trois pistes. La première, c'est que quel était notre rôle? C'était de parler,
avec toutes sortes d'interlocuteurs. Et c'est vrai que dans les situations la pire que l'on puisse connaître, quand, même si on n'a pas toujours suffisamment à manger, si on est dans une situation extrêmement difficile, la parole aide à surmonter parfois ces malheurs. C'est les Grecs qui nous l'ont appris depuis très longtemps. La parole libère de la violence aussi, en partie. Et donc, ce rôle de la parole, il est essentiel. C'est le rôle que nous avons tenu, en quelque sorte, à travers notre médiation, dans le peu de temps que nous sommes restés. Et c'est vrai que là, c'est important de travailler sur la mémoire, pour répondre à Jean Arnold, cette mémoire qui serait cette mémoire de la violence qui perdurerait, oui, peut-être, oui, très probablement. Et justement, ils ont un travail à faire. Peut-être si on peut les aider pour reconstituer un récit commun. Vous voyez, pensons à Paul Ricoeur. Essayons d'y croire, ce travail de mémoire, pour eux, pour nous, pour les relations entre la France et la Centrafrique, avec le rapport Brazza sur la table. C'est une piste. La deuxième piste, bien sûr, elle est économique. C'est la grande source de préoccupation, c'est les jeunes, ce sont les jeunes. La moitié de la population est analphabète, d'après ce que nous en avons dit, d'après ce que nous en a dit. Ces jeunes voient des films porno et ultra-violents toute la journée, sur leur portable. Et alors participent parfois à des actes de violence, à des massacres, à des viols, et se filment en train de perpétrer ces actions de telle sorte qu'ils peuvent se comparer aux héros, entre guillemets, qu'ils voient dans les films. Comment sortir cette jeunesse d'un tel désastre? Je ne le sais pas. Nous avons rencontré un travailleur social remarquable à Bangui qui tente de travailler avec ces jeunes, mais c'est une goutte d'eau, bien entendu, dans un océan de misère et de violence. Et bien sûr, ils sont animés par la prédation, cela a été dit, et rappelons cette réflexion de bon sens d'une religieuse rencontrée, je crois, des tout derniers jours de notre mission. Finalement, à ces jeunes, il faudrait commencer par leur donner un vrai travail. Et peut-être qu'ils arrêteront alors à pratiquer ces actes horribles. Donc, bien entendu, cette dimension de la réinsertion économique est fondamentale. Et puis le dernier point, c'est la question du religieux. Alors, Tarek l'a dit, bien sûr, c'est pas religieux nécessairement. Marc aussi l'a dit. Jean Arnold a plutôt été aussi dans un autre sens, malgré tout, en sorte de cette confrontation. En tout cas, ça serait important de sortir des clichés que les journalistes occidentaux racontent et recolportent sur ce pays, à cet égard. Mais ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'on nous a souvent parlé des liens profonds dans des familles entre chrétiens et musulmans. Au sein d'une même famille, il y a à la fois des chrétiens et des musulmans. Alors moi qui ai travaillé sur ces questions-là, je vois là une ressource réelle, une ressource sociale dans ce pays, pour qu'il puisse peut-être s'en sortir. Voici quelques années, il y a un livre qui n'a pas été traduit en français sur la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous, il y a eu aussi des épisodes extrêmement dramatiques en Côte d'Ivoire. Le titre c'était « Pourquoi ne pas les tuer tous ?» Alors pourquoi ne pas les tuer tous? Ça ne veut pas dire que on va y aller. Non, on pourrait les tuer tous, mais on ne le fait pas. Et on ne le fait pas parce qu'il y a des ressources internes à cette société. Et c'était la thèse de ces auteurs. C'est-à-dire que si la Côte d'Ivoire n'a pas été plus loin, elle a déjà eu des massacres, mais si ça aurait pu aller plus loin, c'est parce qu'il y a une sorte de ressources internes dans ce pays qui tiennent à sa structure démographique, à sa population, qui ont posé des limites. Eh bien, j'ai envie de croire à cela,
par rapport à la Centrafrique. C'est juste qu'une hypothèse, bien sûr, c'est juste qu'un espoir. Et je vois quand même aussi, alors bien sûr il y a d'autres éléments qui vont dans l'autre sens, hein, mais il y a des éléments qui vont dans ce sens d'une solidarité, d'ailleurs Journal, vous en avez parlé, entre chrétiens et musulmans. Et je voudrais rappeler ici quelque chose que je ne savais pas, malheureusement, avant mon départ, parce que je l'aurais certainement souligné, puisque nous avons eu la chance de rencontrer l'archevêque de Bangui, au pire des moments de ce décembre 2013, à l'archevêché de Bangui, le grand imam s'était réfugié. Et un groupe d'anti-Balaka voulait le chercher, voulait le prendre. Dieu sait pour en faire quoi. Et c'est dans ce contexte que l'archevêque de Bangui est sorti et lui a dit si vous voulez prendre quelqu'un, ça sera moi d'abord. Voilà. Eh bien, je voulais, dans ce lieu, évoquer cette action qui me semble remarquable et qui peut-être est un signe d'espoir pour ce pays. Merci. Merci beaucoup, Jacques. Je crois que pour aller plus loin encore dans tout ce que pourrait nous partager Jacques Semelin, je vous invite à lire son ouvrage « Purifier et détruire », usage politique des massacres et génocides. Et il vient aussi d'écrire un très très beau livre, « Persécution et entraide dans la France occupée, comment 75% des Juifs ont échappé à la mort ». Peut-être un troisième ouvrage aussi de référence, « Résistance civile et totalitarisme ». Voilà, ces mentions sont indiquées sur les invitations que vous avez reçues. Merci infiniment, Jacques, de cet éclairage important. En tout cas, moi, en vous écoutant, chaque fois, je me dis, nous sommes, nous, renvoyés aussi, chacun d'entre nous, enfin en tout cas moi, à notre propre violence. Une violence qui peut-être stagne en nous. En tout cas, on est capable, chaque être humain est capable de cette violence, et pour moi, c'est vraiment une très, très grande question. Merci encore, Jacques Semelin. Alors,